Il est expert des conflits dans la région, dans la sous-région. Il est aussi avocat, il est juriste. Lui, c'est le juriste ou maître, parce que si on ne reçoit pas sous la casquette de maître avocat, mais on reçoit en tant qu'expert Persine Tamboué. Bienvenue. Merci, M. Jean-David Kulolo. Vous êtes beaucoup plus intéressé à ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Justement parce que la question de conflit qui se vit actuellement dans la sous-région de Grand Lac, qui constitue ses piliers principaux aujourd'hui sur lesquels même le gouvernement de la RDC se base, et qui fait que la RDC ne puisse pas se développer parce que c'est un mal qui doit être résolu pour permettre le décollage de la RDC. Parce que vous parlez, vous dites que c'est un mal qui doit être résolu. Alors, avant qu'on trouve des solutions, il y a les causes par rapport à ce conflit. Justement, comme je disais, en tant que chercheur, en tant que scientifique, mais aussi en tant que quelqu'un de l'Est qui a vécu toutes ces atrocités, je me suis dit qu'il était important que je puisse mener des recherches et que je puisse analyser quels sont les problèmes, quelles sont les causes aujourd'hui qui font qu'il y ait ces conflits, d'abord en RDC et qui impactent aussi la sous-région de Grand Lac. Alors nous avons essayé de contacter tout le personnel, nous avons essayé de parler avec les populations, les ethnies. Nous avons compris qu'il y a un conflit interethnique. Et ces conflits interethniques ont toujours un impact sur la décision politique, sur la décision sociale et aussi sur le plan économique. Vous avez aujourd'hui les conflits, par exemple, entre les Hutus et les Tutsis. Les conflits des Hutus et les Tutsis datent depuis 1962. Et ces conflits ont continué. Nous avons une communauté qui est minoritaire, par exemple celle de Tutsis, et qui se sent toujours parfois être agressée, et qui a vécu aussi les génocides en 1994. Et cette communauté qui s'est retrouvée, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le temps, l'ancien royaume du Rwanda. Et c'est cette population qui vit ce qu'on appelle parfois la stigmatisation, la discrimination. Et elle peut aussi être parfois dans l'imaginaire, vouloir bien se défendre, parce que c'est une population congolaise. Vous savez, M. Jean-David Kilolo, il y a ce qu'on appelait dans le temps l'ancien royaume du Rwanda. Et tout comme il y avait l'ancien royaume Congo, tout comme il y avait le royaume, l'empire, tout ce qu'il y avait comme royaume et empire en Afrique, c'est de la même manière aussi ces royaumes existaient. Et quand le colon est arrivé, on a divisé. Il y a une partie de cette population qui appartenait à l'ancien royaume du Rwanda qui s'est retrouvée en RDC. Et une autre partie... Une partie? Oui. C'est-à-dire, lorsque le colon est arrivé en 1885, quand on a divisé l'Afrique, personne ne connaissait qui était l'oncle de tel, le cousin de tel. Ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes par exemple dans le Bas-Congo, vous trouvez, il y a le Bayombe qui sont en RDC, il y a des Bayombe qui sont au Congo-Brazza, il y a des Bayombe qui sont en Angola. C'est la même manière, par exemple, qu'il y a des Tutsis qui sont en RDC et il y a des Tutsis qui sont au Rwanda. Alors, ces sentiments de déni, ces sentiments de stigmatisation, je considère cela comme l'un des facteurs importants aujourd'hui qui crée cette frustration et qui fait qu'il y ait cette situation d'insécurité dans l'Est de la RDC. On stigmatise qui? Les populations Tutsis. Je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle le délit des faciès. Mais n'oubliez pas qu'il y a les Tutsis et les Hutus. Justement. Ici chez nous, à RDC. Justement. Mais... Alors, ces deux tribus se retrouvent toutes au Rwanda, tout comme ici au Congo. Oui, justement. Tout comme il y a des tribus qui se sont retrouvées en Angola et qui sont aussi en RDC. Il y a des tribus. Tout comme ceux qui se retrouvent en Zambie ou aussi en RDC. Justement, c'est ça justement le problème qu'il y a à l'Est de la RDC. On a tendance à dénier la nationalité à certaines populations. Alors que ces populations sont dites congolaises. Vous savez, je pourrais peut-être dire quelque chose. Mais pourquoi c'est seulement avec les Tutsis ou les Hutus, alors qu'il y a aussi le même problème au niveau de la Zambie, RDC, ça ne crée pas beaucoup de problèmes comme celui constaté avec le Rwanda. Il y a ce qu'on appelle des extrémistes. Des extrémistes, c'est souvent des gens qui vivent des conflits, qui vivent de la haine, qui vivent de la division, qui pensent qu'il faut qu'il y ait haine, il faut qu'il y ait division pour qu'il y ait la guerre et pour qu'ils puissent se retrouver. C'est pourquoi on va toujours chercher à stigmatiser des ethnies, des communautés et à manipuler les unes contre les autres. Vous savez, depuis longtemps, avant l'arrivée de Belges, les Hutus et les Tutsis, aujourd'hui, ils vivaient ensemble. Ils ont toujours vécu ensemble. Mais aujourd'hui, il y a ces sentiments de haine-là. Il y a des gens qui tirent des ficelles ce conflit. Vous prenez par exemple le cas de FDLR. Les FDLR ne jurent que par l'extermination de la race Tutsi. Et vous voyez toutes ces milices-là qui à l'est de la RDC, le Nyatura, les et consorts, toutes ces milices-là. En quelle visée? C'est génocidaire. C'est pourquoi nous, qu'est-ce que nous appelons? Nous avons remarqué que ces conflits qu'il y a aujourd'hui à l'est de la RDC ne peuvent terminer que lorsqu'il y a des négociations sincères
entre communautés. Il y a ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. Toutes ces populations qui ont toujours vécu ensemble. Les populations Hutus sont des natures éleveurs. Elles sont des natures, agriculteurs. Les Tutsis sont des natures éleveurs. Mais il y a aussi des champs à Massissi, où il y a les Tutsis et les Hutus. Et c'est Massissi et Rutshuru qui alimentent Goma. Et Goma, parfois, nous envoie la viande ici à Kinshasa. Ça fait que s'il y a la guerre, aujourd'hui, c'est parce qu'on ne parvient pas à trouver les causes profondes de cette guerre-là. Il y a ces conflits intercommunautaires. Et chaque communauté va chercher à vouloir que la décision politique tombe en sa faveur. Et l'autre va bien vouloir se défendre. C'est pourquoi nous pensons que par rapport au conflit qu'il y a à l'est de la RDC, je ne voudrais pas qu'on puisse incriminer le Rwanda. Le problème est d'abord à l'intérieur de la RDC. Parce que ce sont des communautés congolaises, des ethnies congolaises qui doivent s'entendre, s'accepter et vivre mutuellement. Alors maintenant, pourquoi le Rwanda, à chaque fois, il veut s'immiscer dans ces conflits, puisque c'est un conflit congolo-congolais, il fallait laisser ça aux Congolais. Pourquoi à chaque fois, il n'y a que le Rwanda qui est pointé du doigt comme envahisseur? Vous savez, dans chaque guerre, il y a d'abord l'histoire. Vous savez, l'histoire politique démontre qu'en 1994, lorsque le Rwanda, le président Kagame va entrer au pouvoir avec le FPR, il y a beaucoup de Hutus qui vont traverser la frontière pour revenir en RDC. Justement, c'est aux environs de Massissi et de Rutshuru. Et ces Hutus vont dire que ce sont vos frères Tutsis du Rwanda, donc le Nilotique, qui nous ont chassés et nous allons aussi vous exterminer après avoir commis les génocides au Rwanda. Ces Hutus-là et ces Tutsis-là qui ont fui la RDC, qui sont allés au Rwanda. Et le Rwanda considère cela comme un problème et que ces Tutsis congolais doivent rentrer chez eux. Alors, le Rwanda, depuis 1994, depuis 1996, 1994, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, a toujours considéré que ces Hutus qui sont en RDC sont une menace pour lui. Alors que la RDC aussi considère que les FDLR sont des rebelles qui doivent être exterminés, qui doivent chasser. C'est pourquoi je ne sais pas dire... là, c'est du côté rwandais. C'est du côté rwandais, voilà, c'est des rebelles rwandais. Qui disent que les FDLR constituent une menace. Ils constituent une menace. Il ne faut pas qu'ils soient là. Justement, et qui doivent être poursuivis et arrêtés. Et vous allez remarquer aussi la RDC a aussi le même argument. Donc, le Rwanda peut dire que la RDC soutient les FDLR. Mais le Congo aussi dit que le Rwanda soutient les mouvements rebelles qui attaquent le Congo. Alors, la discussion sincère entre la RDC et le Rwanda peut être une résolution pacifique à ces conflits. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, à Gisenyi par exemple, et à Goma, il y a presque plus de 15 000 personnes ou 10 000 personnes qui traversent la frontière, qui quittent la RDC, qui vont au Rwanda, qui quittent le Rwanda, qui rentrent en RDC. À Gisenyi. Gisenyi et Goma. La frontière est là, elle est terrestre, c'est à pied. C'est-à-dire que ces populations ont toujours vécu ensemble. Si aujourd'hui on ferme par exemple la frontière entre la RDC et le Rwanda, ce sera un désavantage de la population. À Gisenyi aussi, les gens vont souffrir, tout comme aussi à Goma. Et vous allez remarquer avec nous que cette mixité culturelle existe depuis des années. Et qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas une solution pour nous, mais plutôt la voie des négociations. Il y a plusieurs modes alternatifs des résolutions des conflits. Si aujourd'hui on va en guerre, par exemple, ou qu'on décide de fermer la frontière, la situation de Goma sera laquelle? Parce qu'il y a la situation de Massissi qui est compliquée, et des Rutshuru qui ne fournissent plus la nourriture, la viande à Goma comme c'était avant. La vie à Goma commence à devenir chère. Donc, il y a plusieurs moyens par lesquels on peut résoudre ce conflit, mais que ce moyen soit pacifique. Parce qu'on en a déjà marre. Vous savez que les gens parlent de la guerre, même ici à Kinshasa, la guerre, ce n'est pas à Kinshasa. La guerre, c'est à l'Est. Nous avons des oncles qui sont là-bas à Goma, à Bukavu, et à Massissi, à Rutshuru, et ainsi de suite. Alors est-ce que la position du gouvernement, qui est celle de ne pas négocier avec les M23, tout en proposant certains préalables, est-ce que cela pourra résoudre le problème? Justement, je considère que la position du gouvernement actuellement est une position tout à fait souveraine parce que la RDC, le gouvernement a bien sûr cette volonté de bien trouver des solutions pour les problèmes qu'il y a, mais dire qu'on ne devait pas négocier avec la M23, je ne serais pas personnellement. Je voudrais qu'on pose bien sûr de préalables, mais que ces préalables puissent aboutir à un dialogue sincère et direct. Vous savez, il y a eu l'accord de Sainte-City, il y a eu l'accord de CNDP. Et le président Tshisekedi dit qu'il y a plusieurs fois des accords et qui n'aboutissent à rien et qu'il y aurait un jeu qui pourrait favoriser par exemple l'infiltration. Moi, je ne considère pas cela. Parce que si on devrait parler de l'infiltration et parler par exemple aux officiers Tutsis, aux généraux Tutsis, ça ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des Tutsis congolais et qui ont aussi droit d'être dans l'armée. Mais si on doit parler des dialogues, il faut que
qu'il y ait des négociations sincères, directes, et qu'on analyse les causes profondes. Vous savez, aujourd'hui, il y a par exemple plus de 1800 personnes qui sont tuées aujourd'hui des Tutsis en raison de leur faciès. Il y a plus de vaches qui ont été tuées. Il y a des personnes qui sont portées disparues pour des raisons de leur faciès seulement. Il y a plusieurs causes profondes pour lesquelles il doit y avoir une négociation. Oui, mais parce que ces négociations soient sincères. Regardez toutes ces négociations. Il y a eu beaucoup de négociations. Mais ça aboutit à rien. Oui. C'est que ce sont des gens qui viennent pour négocier. Après un certain temps, il y a des frictions. Ces gens-là retournent en brousse. Et puis, pour revenir encore demander de réintégrer la main. Mais vous ne voyez pas qu'il faut mettre fin à cette spirale-là de négocier et puis après négociation, il y a des défections. Donc, vous allez commencer à reprendre sous les mêmes erreurs, les mêmes choses. Oui, M. Jean-David, c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes contre l'agression de la RDC, comme tout le monde le dit, contre la guerre. Mais nous disons, est-ce que toutes ces négociations ont-elles abouti à ce qu'on appelle les discussions sincères? Est-ce que les causes ont été résolues? Il y a plusieurs gens qui ont dit qu'il y a eu des dialogues, celui des Sun City, et puis après il y a eu des frictions ici des Sud. Mais est-ce que les causes profondes pour lesquelles le parti se sont retrouvés sous les thèmes de négociation ont été résolues? Le président Tshisekedi, moi je peux dire que c'est le meilleur président de l'histoire de mon pays. Parce qu'il a l'essence de l'écoute, il est sympathique, il est quelqu'un de bonne foi. Et quand même il a été élu, il a été applaudi par tout le monde. Et nous pensons que les négociations sincères peuvent aboutir à une solution qui va constituer une paix durable pour la région. Et si la RDC est stable, c'est toute la région des Grands Lacs qui est stable. Voilà, c'est toute la région des Grands Lacs qui est stable. Ça, c'est une belle analyse de M. Persine Tamboué. Pour vous, donc, nous n'allons pas négocier avec les armes. Donc, il faut continuer avec les dialogues. Bon, un dialogue direct, franc, sincère et dont les résolutions doivent automatiquement être appliquées pour mettre fin à ces conflits. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, et notre invité, c'est tout de suite.